bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis Sandrine Lunven de la société TAC Economics. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du Salon de la Data pour avoir eu le courage de nous rassembler tous aujourd'hui, et j'avoue que ça fait plaisir d'être en présentiel. Donc voilà, je voudrais remercier d'abord les organisateurs du Salon de la Data. C'est la première fois qu'on participe à ce salon chez TAC Economics. Et l'objectif, là, en à peu près 25 minutes, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on aide les entreprises à exploiter les données à l'aide d'outils d'intelligence artificielle pour des applications métiers opérationnelles. Voilà, comment aider les entreprises dans leur business via des outils d'aide à la décision. Alors peut-être, je vais commencer par introduire TAC Economics. Alors TAC Economics, on est une société basée en pleine campagne rennaise, qui existe depuis 30 ans. Alors je ne vous le dis même pas la commune, hein, ça s'appelle Saint-Hilaire-des-Landes. Je pense qu'on pourrait faire un petit sondage, personne ne connaît. Pourquoi on est là-bas? En fait, le point de départ, c'est le berceau de TAC Economics. Le point de départ, c'est un économiste reconnu, Thierry Apothécaire, le président actuel de TAC, qui était directeur des études économiques dans une ancienne banque à Paris qui s'appelait Indo-Suez, qui est aujourd'hui CACIB, qui a quitté Paris, qui a monté sa boîte en pleine campagne, donc un très bon économiste, et qui a été rejoint très rapidement par Sylvain Barthélémy, passionné d'IA, qui est aujourd'hui notre directeur général. Et à eux deux, ils ont développé, il y a 30 ans, des réseaux de neurones pour prévoir les crises financières dans les économies émergentes. Donc ça, c'était vraiment le point de départ de TAC, à savoir l'analyse de risque pays et donc la combinaison entre l'analyse économique et financière et des outils d'intelligence artificielle déjà il y a plus de 30 ans. Donc ça, c'est le point de départ. Donc on est d'abord, c'est peut-être pour ça que vous ne connaissez pas pour la plupart, on est d'abord un cabinet de conseil en analyse économique et financière, à taille humaine, puisqu'on est 15. Et l'équipe, elle reflète un peu justement ses racines, à savoir une équipe d'économistes, une équipe de data scientists, qui travaillent ensemble sur des problématiques économiques et financières au départ, mais pas seulement. Moi, pour ma part, je suis économiste quantitatif, donc j'aime bien développer des modèles sur des problématiques économiques et financières. Et je suis également responsable de l'ensemble des projets data science que l'on menons pour nos clients. Parce qu'au fur et à mesure de ces 30 ans, on a développé notre expertise quantitative sur des problématiques économiques, beaucoup d'analyses de risques, risque pays, risque sectoriel, risque corporate, risque environnemental, risque climatique, tous les types de risques. Et puis, et sur des modèles prédictifs. Voilà, quelle va être la situation économique mondiale dans les 2 années à venir, comment va évoluer le taux de change euro-dollar. Voilà, c'est des questions qu'un bon nombre de banques et de grandes entreprises internationales nous demandent depuis plus de 30 ans. Et petit à petit, voyant un peu notre appétit pour les outils en intelligence artificielle, voyant la performance de nos modèles, et visiblement, on arrivait à leur apporter un peu plus de clarté d'un point de vue économique, et devant nos outils, et ils nous ont dit, mais moi, votre modèle, là, vos outils, là, moi, j'aimerais bien l'avoir en interne, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à développer cette deuxième expertise, on va dire, deuxième activité chez TAC Economics, qui est l'intégration de solutions d'intelligence artificielle pour nos clients. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que, alors, on a continué notre expertise en analyse de risque. Donc, ce qu'on fournit à nos clients, c'est des modèles d'analyse de risque pour les banques. Ça peut être des prévisions économiques, mais sauf qu'on a étendu notre expertise. On ne travaille plus seulement pour des banques et des grands industriels. On travaille maintenant pour tout type et toute taille d'entreprise et dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on va à la fois travailler dans l'agribusiness, on va à la fois travailler dans l'industrie, la construction, l'assurance, l'immobilier,
et pas seulement les institutions financières et les banques. Et qu'est-ce qu'on fournit? Voilà, c'est de l'analyse, ce sont des modèles prévisionnels, ce sont des systèmes d'alerte, ce sont des modèles de scoring, beaucoup. Ce sont des tableaux de bord avec voilà, des tableaux de bord mis à jour en temps réel avec l'ensemble des indicateurs dont vous avez besoin pour votre business. C'est tout ça. Donc ça, c'est, on va dire, la partie immergée de l'iceberg. Et derrière ça, pour faire ça, on a toute une expertise technique en interne autour du machine learning, autour de l'intelligence artificielle et du data viz. Alors vous pourriez me dire, c'est marrant, on met le data viz avec l'IA, parce qu'on a toujours le souci chez TAC de rendre intelligibles nos résultats. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas qu'avec des services de data scientists, on travaille pour tout type de service. Ça peut être à la fois des économistes, des directeurs financiers, stratégiques, des ingénieurs conseils dans les banques, ça peut être voilà, des industriels, des informaticiens. Dans nos projets, en général, on a l'habitude de parler avec tout type de métier. Et donc c'est pour ça que la data viz, en général, c'est une manière pour rendre intelligible pour tout le monde des résultats qui peuvent être compliqués, résultant de nos modèles d'intelligence artificielle. Alors en général, pour faire ça, on a un peu deux types de familles en fait, d'outils. On a, suivant les projets, suivant les problématiques plus ou moins complexes, à la fois des méthodes entre guillemets traditionnelles, c'est-à-dire en économie, on appelle ça l'économétrie, c'est-à-dire les statistiques plus ou moins sophistiquées, utilisant des données traditionnelles. Voilà, ça peut être économique, financière, sectorielle, tout type de données, démographiques. Et on mixe à la fois nos compétences statistiques et des données traditionnelles pour répondre à des problématiques. Et puis, si c'est des problématiques qui sont un peu plus compliquées, eh ben, on va mettre en place des outils de data science avec donc des compétences de programmation, utilisant différents types de données. Ça peut être des données alternatives, du texte, des données, voilà, mixer un grand nombre de données. Et bien sûr, pour mettre en place tout ça, on gère également les services informatiques, les systèmes cloud, etc. Donc ça, c'est en gros tout ce qui est développé derrière. Et donc c'est pour ça qu'on mentionne que, effectivement, ma première casquette, c'est celle d'être économiste. Vous voyez, alors on aime bien représenter ce schéma, on appelle ça une vision à 360 degrés, c'est-à-dire que finalement, notre cœur d'expertise qui était l'économie et l'analyse financière au départ, finalement, c'est une toute petite partie de notre travail. C'est, on va dire, le résultat ou la thématique, mais finalement qui est beaucoup plus large que ça. Pour faire ça, on a alors ce qu'on appelait historiquement, nous, chez TAC, des quants, mais maintenant des data scientists, qui savent développer très bien des méthodes économétriques, que ce soit simples ou plus avancées. Ça peut être des stress tests, des modèles à changement de régime, des simulations de Monte-Carlo, des VAR, enfin bon, bref, tout type de modèles, plus ou moins sophistiqués, et suivant les types d'analyse, des outils de machine learning et d'intelligence artificielle. Et suivant, moi, il y a 14 ans, je suis arrivée chez TAC Economics, je faisais déjà du machine learning pour prévoir l'activité économique dans les économies développées. À l'époque, c'était assez original de faire du machine learning sur ces thématiques il y a 14 ans. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais c'est bien, ça s'est démocratisé et tous nos clients sont plutôt adeptes et intéressés à la fois par les performances et puis l'interprétabilité également de ces modèles. Donc on aime bien voilà, utiliser ces modèles-là suivant les problématiques économiques et financières. Ça, c'est presque déjà, quand on est à faire du machine learning ou de l'économétrie, on est dans une partie qui est alors notre expertise chez TAC, mais qui est déjà très avancée en général dans les projets. Parce que pour faire ça, en général, on part de zéro sur nos projets. Alors ça dépend des projets et de l'intégration chez nos clients, mais on propose, nous en tout cas, de mener des projets de A à Z. C'est-à-dire que parfois, pour mettre en place des outils d'aide à la décision, il faut commencer par le départ, c'est-à-dire la matière première. Si on n'a pas la matière première, on aura beau développer n'importe quel modèle d'intelligence artificielle le plus performant possible.
pour répondre à une problématique. Si on n'a pas la matière première, honnêtement, on n'arrivera à rien. Donc, il faut accorder beaucoup d'importance à la gestion des données. Et suivant les cas, je vais vous montrer quelques projets rapidement après. Écoutez, ça peut aller de la construction et du design d'une base de données, son architecture, la création de connecteurs qui permet d'automatiser l'enregistrement des données dans la base. Ça peut être l'utilisation de données alternatives, la gestion de grands volumes de données. Et pour ça, parfois, on met en place des VM Linux sur Azure pour stocker l'ensemble de ces données. On gère le package. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on propose chez TAC, ce qui permet à la fois de rassurer le client, parce qu'on travaille souvent pour des directions financières et stratégiques, qui ne sont pas forcément en lien avec le service informatique. On leur dit, vous inquiétez pas, nous on va aller voir l'informaticien, on va voir avec lui comment installer les machines. Après ça, on va s'accorder avec les data scientists sur les méthodes si on accompagne, si on ne mène pas le projet de A à Z. Et puis, surtout, on sait exposer les résultats à des non-techniciens. Et l'une clé de réussite de ces projets data science que l'on mène chez nos clients, c'est justement cette capacité de fédérer des services différents autour d'un même projet avec des personnes qui ont potentiellement des technicités, des degrés de technicité complètement différents. Et ça, c'est un enjeu. Et c'est pour ça que chez TAC, nos clients en général, ils apprécient le fait qu'on soit à la fois des économistes et data scientists qui, finalement, parlent plusieurs langages. Et ça, c'est important dans le développement des projets IA. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quelques exemples, parce que je mentionne qu'on mène des projets de A à Z et pour tout type de secteur. Alors, par exemple, entre 2020 et début 2021, on a accompagné l'IFIP, l'Institut du Port, et notamment leur pôle économie. Donc, ils ont une équipe d'économistes. Ils font de la veille économique sur leur filière afin de diffuser des informations sur le commerce international, sur les prix, sur les volumes, sur les cheptels auprès des acteurs de la filière. Et nous disent, écoutez, nous, on a des données un peu partout, très mal structurées, des fichiers dans tous les sens, chacun crée son propre fichier de son côté. Et puis, on se rencontre, et puis nous, on leur dit qu'on a un truc très structuré, avec des connecteurs qui vont chercher l'ensemble des sources nationales et internationales partout chaque nuit, et puis le matin, avec notre café, on a également les données toutes chaudes, mises à jour parfaitement. Et là, ils nous disent, mais ce que vous avez, c'est ce qu'on voudrait, c'est un peu le Graal. Et donc, on a mis en place ce projet-là, qui a été, l'objectif, ça a été une refonte totale de leur système d'information, mais personnalisé, c'est-à-dire que là, on était des économistes qui parlions à une équipe d'économistes. Donc on savait leur type de données, c'est celle qu'on pourrait utiliser également, eux à l'échelle du secteur, nous à l'échelle d'un pays ou autre chose. Et donc les types de données, on les connaissait. Donc la première étape, ça a été de redesigner leur base de données, revoir l'architecture de leur base de données. Donc ça a été le premier point. En fait, on a globalement simplifié leur architecture et avec une vision d'économiste. Nous, ce qu'on traite souvent, ce sont des séries temporelles. Par exemple, pour un pays, un indicateur, un produit particulier ou un secteur particulier, une date, une donnée. Et donc, voilà, on parle un peu de la même chose. Et donc, on a redesigné leur base de données avec cette logique de leurs données économiques. Ensuite, on a répertorié les sources qu'ils utilisaient. Globalement, ils utilisaient, alors j'en ai mis 4 là, mais il y en avait une quarantaine. Donc on a créé une quarantaine, enfin, on a mis en place une solution d'ETL avec une quarantaine de connecteurs qui vont, alors soit lorsqu'il y avait une API qui existait, on l'a utilisée et on s'est connecté directement à la source via l'API pour extraire les informations et les enregistrer à la base. Via des connecteurs, là c'était développé en R, parce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser le logiciel R, mais ça aurait pu être également en Python. Et donc on a fait des connecteurs à l'ensemble de ces sources, donc soit via une API, soit on a créé
le téléchargement nous-mêmes et les connecteurs. Au pire des cas, on a mis en place un système qui permettait d'extraire des fichiers CSV sur les sources quand c'était pas possible. Mais pour ces 40 connecteurs, on a mis en place une méthode d'extraction automatique de leurs données et d'enregistrement dans la base de données. Ça a été le gros du travail. Ce qui est intéressant quand on a ça, c'est que tout leur tableau de bord, ils nous disaient que c'était un enfer, qu'ils mettaient beaucoup de temps à mettre à jour les tableaux de bord, mais c'est normal, hein, les indicateurs, les calculs d'indicateurs, quand c'est long et quand les données ne sont pas mises à jour, ça peut être très long. Une fois qu'on a cette base de données-là bien faite, connecter les tableaux de bord à cette base, ça devient beaucoup plus facile. Et donc ça, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire on a créé également des librairies R qui permettent à la fois d'interroger, faire des recherches, lire la base de données de manière beaucoup plus intuitive et facilement, et ce qui permet d'automatiser leur tableau de bord en interne. Ça, c'est un point qu'ils vont continuer de développer, mais ça ouvre les perspectives à d'autres choses. Ça ouvre les perspectives notamment en termes de diffusion d'informations, parce qu'eux, ils ont un objectif de veille économique. Donc maintenant, vu que la base est bien faite, on aura développé une API bien faite, s'ils veulent transmettre des données particulières sur leur site, c'est très facile maintenant, et ça ouvre la voie à finalement de la diffusion sur des sites web, le développement de dashboards, etc. Donc ça, c'est un exemple de modernisation d'un système d'information. Une fois qu'on a une base de données bien créée, on met en place des outils d'aide à la décision également. Donc là, par exemple, on avait développé des tableaux de bord semi-automatiques pour une association d'entreprises exportatrices sur Bretonne. Alors ça peut être, là c'est un exemple sur les produits laitiers, mais en gros, où sont les acteurs en termes de commerce international, quels sont les potentiels à l'exportation de tel ou tel produit. Donc voilà, donc c'est des tableaux qui sont assez structurés, mis à jour régulièrement, des tableaux de bord sur le marché immobilier, qui combinent à la fois des indicateurs économiques, très liés au marché de l'immobilier, et des données sur l'immobilier, des volumes, des prix, etc. Et pour certains de nos clients, les outils d'aide à la décision n'ont pas juste vocation à mettre en lumière des informations et des indicateurs performance ou pertinents pour eux, mais ça permet également de faire des modèles prévisionnels. Et donc, par exemple, pour un acteur mondial dans la construction, on l'a aidé à faire des modèles de prévision de consommation de ciment à très long terme dans l'ensemble des pays du monde, basés sur le développement économique des pays. Il y a des théories économiques qu'on utilise ou qu'on adapte et qui sont très performantes afin de mettre en place des prévisions économiques sur ce secteur-là. Ensuite, un stade un petit peu plus avancé. Donc notre cœur de métier, c'est quand même l'analyse de risque. On a intégré pour pas mal de banques et d'institutions financières des outils d'analyse de risque à la fois corporate, climatique, secteur, pays. Donc l'idée là, c'est de faire des modèles de scoring. Alors par exemple, un projet que l'on a terminé cette année qu'on avait démarré au milieu de l'année dernière, consistait à développer pour un institutionnel canadien des modèles de machine learning de défaillance d'entreprise. Donc là, on a pris une base de données rassemblant des millions d'informations, de données comptables sur les entreprises européennes. Et on a développé des modèles qui permettent d'évaluer les vulnérabilités financières des entreprises et en mettant en place des probabilités de défaillance à l'horizon 1 an. Alors, on ne peut pas rentrer dans les modèles à tout montrer ce qu'on a fait. On a utilisé des modèles de machine learning en intégrant à la fois des données comptables et économiques et sectorielles. Donc une combinaison de différents indicateurs. Et là, c'est un exemple type d'un projet qu'on a mené de A à Z. C'est-à-dire, on a à la fois développé la base de données, les types de modélisation, la gestion des systèmes informatiques,
mais surtout aussi un point central, c'est une interface web de DataVis qui permet ensuite aux analystes crédits, qui ne sont pas des data scientists, d'utiliser les résultats de ces modèles. Et ça, c'est souvent une clé finalement de réussite de ces projets-là, c'est-à-dire que développer des modèles, c'est super, même s'ils sont très performants, mais il faut qu'ils soient utilisables ensuite. Pour qu'ils soient utilisables, il faut traduire les résultats de ces modèles dans le langage de ceux qui vont les utiliser, des utilisateurs. Et donc là, typiquement, on avait créé une petite interface web en Python Flask. Alors ça pourrait être en Vue, enfin, suivant le souhait du client. Là, on avait beaucoup travaillé sur Python, donc on avait développé cette petite interface en Python Flask, et qui donne à la fois tout un ensemble d'indicateurs, c'est-à-dire on tape le nom d'une société, on a des indicateurs de rentabilité, des indicateurs de performance, des indicateurs d'endettement, etc. Et puis les résultats simplifiés, on va dire, de nos modèles de probabilité de défaut à l'horizon 1 an. Donc ça, c'est un autre type de projet que l'on a mené. Donc pour encore des institutions financières, il y a beaucoup de questions sur les perspectives sur les marchés financiers. Et donc, on a développé des modèles, encore de machine learning et deep learning, qui essayent de prévoir, alors là, dans ce tableau en haut à gauche, des mouvements brutaux sur les marchés financiers, à la fois les marchés boursiers, à la fois les marchés obligataires et crédits, et afin de détecter est-ce que dans 1 mois, dans 2 mois, il va y avoir des variations très fortes sur les marchés financiers. Ça, c'est un premier point. Et puis, on a des modèles directionnels qui essayent d'évaluer à l'horizon de 3 et 6 mois, est-ce qu'on sera plutôt à la hausse ou à la baisse sur ces marchés-là. Donc, pour ça, derrière ça, on a développé une base de données qui agrège vraiment un grand nombre d'indicateurs financiers, économiques, sectoriels, voilà, et puis afin de prévoir ces variables. Alors par exemple, je montrais juste un exemple où là, on avait une version simplifiée d'un modèle de machine learning pour prévoir des chocs sur les marchés boursiers américains, sur le S&P 500 à l'horizon de 3 mois, en utilisant à la fois des données macroéconomiques et de marché. Alors je ne l'ai pas mis à jour cette semaine, parce que je n'ai pas eu le temps, mais il y a quand même des petites fébrilités cette semaine. Mais on peut voir que notamment, dès le début 2020, il pressentait en tout cas des turbulences qui étaient assez fortes sur les marchés financiers. Donc ces modèles-là, ils sont plutôt utiles. Et puis on travaille beaucoup sur les taux de change. Beaucoup de nos clients ont en tout cas ont besoin d'éclairage sur l'évolution des taux de change et donc sur les perspectives économiques. Et là, par exemple, récemment, on a testé des LSTM pour prévoir l'euro-dollar. Donc voilà. Donc on essaye de mixer à la fois des connaissances métiers et puis une expertise en IA pour prévoir. Alors ça peut être pour des cas opérationnels chez des industriels et également pour des institutions financières. Alors les données, on en exploite beaucoup, mais on a également envie de traiter d'autres sources d'informations, pas que des données, et notamment du texte. Donc là, c'est un autre cas pratique où on avait fait un POC avec Dow Jones il y a 2 ans, qui est un des leaders français de la diffusion de news en France. Et donc, on avait déjà depuis une dizaine d'années des algorithmes de text mining, et on a voulu les tester sur leur base de news, afin à la fois de voir le sentiment sur des sociétés, donc des articles notamment sur l'automobile, et puis sur des pays, pour voir le sentiment économique sur les pays, et tout ça retracé sur une petite interface web qui montre à la fois des indicateurs de buzz et de sentiment sur ces aspects-là. Ce qui est intéressant, notamment, par exemple, quand on traite le secteur automobile, et pour prendre un exemple juste, parce que je vois que l'heure tourne, Volkswagen, l'intérêt, ce n'était pas forcément d'identifier le Dieselgate. Là, tout le monde a eu connaissance de ces informations. En revanche,
de savoir pourquoi des fois on avait un sentiment plutôt négatif sur une entreprise, parce que notamment, je ne sais pas, il y a eu des problèmes, ils ont rappelé des véhicules au Brésil dans une usine parce qu'il y avait eu un peu des problèmes techniques, ou alors il y a des grèves d'équipe dans une entreprise, dans une usine en Russie. Tout ça, c'est des informations qui sont moins détectables facilement dans les news. En revanche, pour les fournisseurs ou les partenaires, ça peut être quand même tout à fait intéressant d'être alerté quand il y a des news, mais ça peut être positif également, des news négatives ou positives sur ces entreprises-là. Et donc on avait fait le test sur le pays, sur les informations économiques et financières sur des pays, et notamment le Brésil, voilà, c'est l'indicateur en haut à droite, et qu'on avait comparé, alors peut-être que ça ne vous parle pas, mais avec un très bon proxy de l'activité qui est mesuré par des enquêtes. Donc c'est l'indicateur PMI, en gros des enquêtes auprès des directeurs d'achat sur leurs perspectives économiques, et qui est un excellent indicateur de l'activité. Et on a essayé de comparer notre indicateur de sentiment sur le Brésil avec cet indicateur d'activité, et il s'est avéré qu'il était à la fois très corrélé, voire même plus performant dans cette situation pour capter des évolutions économiques différentes. Écoutez, il me restait 1 minute. Je vous remercie pour votre attention. On pourrait continuer de parler de nos projets et d'IA. On a un stand, donc TAC Economics, ici. On serait ravis de continuer d'échanger avec vous sur nos autres projets. Et juste pour vous attirer un petit peu à venir nous voir, récemment, on a voulu développer des GAN, donc des types de modèles assez performants sur des tableaux de Léonard de Vinci, notamment pour répondre un peu au débat assez récent du Salvator Mundi, est-ce que c'était bien un Léonard de Vinci ou pas. Et donc, via l'intelligence artificielle, on peut également répondre à ce type de problématique, et qui là disait que plutôt ce n'était pas un Léonard de Vinci. Et puis, là, certains de mes collègues ont également travaillé sur la Joconde, et avec une certaine satisfaction de faire tourner la tête de la Joconde à gauche. Donc voilà, si vous avez envie de continuer de partager à la fois sur des projets en data science et de vous accompagner, ou même de parler de techniques qui sont plus sophistiquées, écoutez, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie.